Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un cœur en commentaire sous cette vidéo. Le ciel était lourd, presque noir, ce matin-là. Le jour de l'enterrement de notre fille, la vie semblait suspendue, comme si même le temps refusait d'avancer. Je portais cette robe noire qu'elle aimait tant, croyant qu'elle me rapprocherait d'elle, mais elle ne faisait qu'enfermer mon chagrin. Mon mari restait droit, les yeux secs, comme figé dans une réalité parallèle. Aucun mot ne sortait de sa bouche, seulement ce silence pesant qui me glaçait le sang. J'étais seule dans ma douleur, seule avec ce cercueil trop petit, avec ce vide trop grand. Je ne comprenais pas comment le monde pouvait continuer à tourner alors que le mien venait de s'effondrer. La nuit suivante, je n'ai pas dormi. Je me suis allongée dans son lit, le visage enfoui dans son oreiller, respirant son parfum jusqu'à l'étouffement. J'aurais tout donné pour entendre sa voix une dernière fois, pour sentir ses bras autour de mon cou. Le matin, alors que mes yeux brûlaient de fatigue, il s'est approché de moi et a dit d'une voix froide, « Il faut jeter toutes ces affaires. » Je l'ai regardé, incrédule. Il n'avait pas pleuré, pas hurlé, et maintenant il voulait effacer sa trace. Mon cœur s'est figé. Comment pouvait-il être si distant? Je ne pouvais même pas répondre, tant la douleur m'écrasait. Je me suis contentée de détourner le regard, incapable de bouger. Je l'ai regardé, le cœur gelé. Comment pouvait-il parler ainsi, à peine 24 heures après la cérémonie? Sa voix n'avait ni colère, ni compassion. Juste ce détachement glacial, presque mécanique. Je tentais de murmurer quelque chose, une protestation, un « non » timide, mais il me coupa sèchement, « c'est mieux pour toi. » Pour tourner la page. Puis il s'éloigna, me laissant là, seule, avec l'impression que tout ce que nous avions vécu ensemble n'avait plus aucun sens. J'avais l'impression qu'il n'avait jamais aimé notre fille. Ou qu'il fuyait quelque chose que je ne comprenais pas encore. La maison, autrefois pleine de vie, résonnait maintenant comme un tombeau. Je suis montée dans sa chambre, incapable d'accepter qu'elle soit vraiment partie. Tout y était encore intact. Ses peluches posées soigneusement sur l'étagère, ses cahiers de dessin ouverts sur le bureau, ses rideaux flottant doucement sous la brise. Une odeur sucrée, légère, s'accrochait à l'air, comme si elle venait tout juste de sortir de la pièce. Je me suis laissée tomber à genoux, accablée par l'absurdité de la perte. Je passais mes mains sur ses draps, caressant un vide que rien ne pouvait combler. Chaque objet était une preuve silencieuse de sa présence. Comment pouvais-je tout jeter? Comment lui tourner le dos comme si elle n'avait jamais existé? Je ne le pouvais pas. Je ne le voulais pas. C'est en ramassant une peluche tombée à terre que je l'ai vue. Un papier plié en 4, glissé entre le lit et le mur, presque invisible. Je l'ai pris avec précaution, comme si j'avais peur qu'il disparaisse sous mes doigts. Mon cœur battait plus fort, sans que je sache pourquoi. En le dépliant, j'ai immédiatement reconnu son écriture. Elle avait écrit, « Maman, si tu lis ceci, regarde sous le lit tout de suite et tu comprendras tout. » Mes mains ont commencé à trembler. Quelque chose, dans le ton de cette phrase, me glaça le sang. Ce n'était pas un jeu. Ce n'était pas un simple secret d'enfant. J'ai repoussé les boîtes de jouets, les cahiers d'école, les livres éparpillés. Au fond, dissimulée derrière une pile de vieilles feuilles, se trouvait une boîte métallique. Elle était vieille, couverte de poussière, cabossée sur un coin, et un petit cadenas rouillé fermait son couvercle. Mon souffle se fit court. Je retournai la boîte, et là, sous le couvercle, scotché avec soin, une minuscule clé brillait faiblement. Je l'ai saisie, le cœur battant à tout rompre, et j'ai déverrouillé le cadenas d'une main tremblante. Le couvercle s'est ouvert dans un grincement presque sinistre. À l'intérieur, un carnet, plusieurs lettres, une clé USB, et quelques dessins m'attendaient. Ma fille avait voulu que je découvre quelque chose. Et j'étais prête à tout affronter. La boîte semblait respirer le silence et la douleur. Je l'ouvris lentement, comme si l'intérieur pouvait me blesser plus encore que ce que je savais déjà. Il y avait plusieurs lettres pliées avec soin, un petit carnet bleu usé,
une clé USB entourée d'un ruban rose et quelques dessins faits à la hâte. Rien que leur apparence me brisait. J'avais l'impression qu'elle m'appelait à travers ces objets, qu'elle avait tout préparé pour ce jour précis. Mon souffle devenait court, mes mains glissaient sur les papiers comme si j'effleurais sa peau. J'ai pris la première lettre, tremblante, le cœur suspendu entre l'horreur et l'amour. Le papier était jauni, mais l'encre encore vive. Elle avait écrit avec une clarté qui me serra la gorge. « Maman, je t'aime. Ne pleure pas. Si tu lis ça, c'est que je n'ai pas eu le courage. » Chaque mot me transperçait. Puis, doucement, le ton changeait. Elle écrivait qu'elle avait peur, qu'elle se sentait piégée, qu'elle avait essayé de m'en parler mais qu'il l'avait menacée. Elle ne le nommait pas. Juste un pronom, il. Mon mari. Son père. Je crus m'effondrer sur place, mais je continuai à lire. Je n'avais plus le droit de détourner les yeux. Chaque lettre était un cri silencieux, une tentative désespérée de me prévenir sans provoquer sa colère. Elle disait qu'il la surveillait, qu'il entrait dans sa chambre la nuit, qu'il lui disait que personne ne la croirait. Sa peur s'étalait dans chaque phrase, chaque virgule. Elle décrivait des moments de tension, des regards lourds, des gestes déplacés. Elle voulait me parler, mais il la prenait de vitesse, inventait des excuses, m'isolait d'elle. Elle écrivait « Maman, je t'ai crié dans le silence, mais tu n'as rien entendu. » Mes larmes coulaient sans que je puisse les retenir. Je suis passée à la lettre suivante, puis à une autre, puis encore. Elle notait des détails précis, des dates, des heures, des mots qu'il disait. Elle évoquait des douleurs physiques, des cauchemars, une peur constante. Elle suppliait pour qu'un jour je découvre la vérité, même si elle ne survivait pas pour l'avoir éclatée. Tout dans son écriture révélait un enfer quotidien. Comment avais-je pu ne rien voir? Comment avais-je pu vivre à ses côtés sans comprendre qu'elle étouffait? Ce que je lisais me détruisait, mais je ne pouvais plus m'arrêter. La vérité exigeait d'être lue jusqu'au bout. Elle écrivait qu'il entrait dans sa chambre sans bruit, toujours à la même heure. Il lui murmurait qu'elle devait se taire, qu'il l'aimait d'un amour différent, que cela resterait entre eux. Elle n'avait que 13 ans. Elle décrivait les murs qui semblaient se refermer sur elle, les cris qu'elle n'osait pas pousser, la honte qui la rongeait. Elle disait ne plus réussir à dormir, craignant d'entendre ses pas dans le couloir. Elle pleurait en silence sous ses draps, priant pour que je vienne, pour que je la sauve. Mais je n'étais jamais venue. Et cela me entra jusqu'à mon dernier souffle. Elle notait les dates, les gestes, les phrases qu'il lui soufflait avec un calme terrifiant. Elle décrivait ses nausées, ses maux de tête, sa peur d'être salie à jamais. Elle écrivait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait pour mériter ça. Elle parlait d'un vide en elle, d'un trou noir qui avalait tout espoir. « Je n'ai plus d'enfance », écrivait-elle. « Je ne suis plus qu'un corps sans voix. » Chaque mot était une plaie ouverte. Je lisais, incapable de respirer, incapable de comprendre comment l'homme que j'avais aimé avait pu devenir ce monstre. Et pourtant, c'était écrit là, de sa main à elle. Le petit carnet bleu semblait vibrer entre mes mains. Sa couverture était usée, cornée sur les bords, comme si elle l'avait ouvert 1000 fois avec une urgence vitale. En l'ouvrant, je retrouvais son écriture serrée, précipitée, comme si elle avait peur qu'on lui arrache le stylo des doigts. Chaque page était une confession sans filtre, un cri sans écho. Elle y parlait d'un secret trop lourd, d'un silence qui la tuait à petit feu. Elle écrivait chaque soir, parfois même plusieurs fois par jour, comme pour s'ancrer à la réalité, comme pour ne pas devenir folle. Les mots étaient crus, terribles, déchirants. Elle y disait qu'elle ne savait plus comment vivre, qu'elle attendait une fin, n'importe laquelle, pourvu que ça s'arrête. Elle parlait de ses peurs, de ses doutes, de la honte qu'on lui faisait porter. Elle écrivait qu'elle se sentait invisible, que même son ombre ne voulait plus lui ressembler. Et puis, une phrase, « Si un jour je disparais, maman, ne crois jamais que c'est de ta faute. » J'ai relu cette phrase au moins 10 fois, incapable d'en détacher mes yeux. Elle avait tout prévu. Elle avait tout laissé, pour que je sache, pour que je comprenne. Et maintenant,
je savais. À une page du carnet, elle racontait une visite médicale qui ne ressemblait à aucune autre. Elle disait que son père l'avait emmenée sans m'en parler, un mardi après-midi, en prétendant qu'elle devait passer un simple contrôle. Mais une fois là-bas, rien n'était normal. Le médecin ne l'avait presque pas regardée. Il s'était adressé uniquement à mon mari, évitant ses questions, minimisant ses douleurs. Elle écrivait que quelque chose clochait, qu'elle avait eu l'impression d'être trahie. Ce jour-là, elle s'était sentie comme un objet qu'on inspecte, pas comme une enfant qu'on soigne. Elle décrivait une ambiance glaciale, un cabinet silencieux, des regards fuyants. Le médecin lui avait dit que tout allait bien, que tout était dans sa tête, que c'était probablement l'adolescence. Mais elle savait que c'était faux. Elle écrivait « Je crois que ce médecin ment. Il est de son côté. » Mon sang se glaça. Je n'avais jamais entendu parler de cette consultation. Pourquoi ne m'avait-il rien dit? Pourquoi l'avait-il isolée ainsi? J'avais devant moi la preuve d'une manipulation, d'une tentative de dissimulation, d'une complicité terrifiante. Et je sentais que ce n'était que le début. Elle avait noté un nom, écrit en majuscule au milieu d'une page, Dr Leclerc. Juste en dessous, elle ajoutait « Je crois qu'il est son ami ». C'était un détail, mais il changeait tout. Ce n'était pas un hasard. Ce médecin n'était pas neutre. Il savait. Il avait couvert. Il avait validé le silence, entretenu l'aveuglement. Mon cœur battait si fort que je devais m'asseoir. Je sentais que le mensonge s'étendait au-delà de notre maison. Ce n'était plus seulement une histoire de famille, c'était une toile. Et elle en avait deviné les fils. Je pris un carnet à moi, je recopiai chaque information, chaque date, chaque nom. Il fallait que tout soit prêt. Je n'avais plus de doute, il l'avait enfermée dans un piège. J'avais été spectatrice, complice malgré moi. Mais à partir de cet instant, je refusais de rester silencieuse. Ma fille avait tenté de me prévenir. Aujourd'hui, c'était à moi de parler pour elle. Et je jurais devant ce carnet que je ne reculerais plus. Plus jamais. Je branchai la clé USB avec des gestes hésitants, comme si j'avais peur que ce qu'elle contenait me fasse basculer à jamais. L'ordinateur mit quelques secondes à charger les fichiers, et soudain une série de vidéos apparut, toutes datées, toutes nommées avec soin. J'ouvris la première, les mains glacées. La caméra semblait être posée sur sa commode, légèrement inclinée vers la porte. On voyait la lumière faiblarde de sa lampe de chevet, le silence pesant de sa chambre d'adolescente. Puis la porte s'ouvrit lentement, et mon mari entra, en chaussettes, comme un voleur de nuit. Mon souffle s'arrêta. Il parlait doucement, presque tendrement, mais ses mots étaient sombres, venimeux. Il s'approchait d'elle, lui caressait les cheveux, lui disait de ne pas pleurer, de ne pas faire de bruit, que c'était leur secret. Elle restait figée, les yeux grands ouverts, paralysée par la peur. Puis il éteignait la lumière. L'écran devenait noir, mais on entendait encore des murmures, des sanglots étouffés. J'avais envie de hurler, de frapper l'écran, de remonter le temps. Chaque nouvelle vidéo était une nouvelle preuve, une nouvelle blessure, une condamnation silencieuse. Il ne pouvait plus se cacher. Je visionnais toutes les vidéos, incapable de détourner les yeux malgré l'horreur. Chacune confirmait ce qu'elle avait écrit dans son carnet, chaque mot trouvait son écho dans ces images volées. Sa peur, son silence, sa résistance invisible. Elle avait tenté de se défendre, parfois elle le repoussait, mais il insistait, calmement, froidement, comme s'il croyait que tout lui appartenait. Je me sentais étrangère à mon propre passé, trahie par l'homme avec qui j'avais partagé mon lit. Le père de ma fille était un prédateur, et je n'avais rien vu. La culpabilité me broyait. Je n'étais plus une mère endeuillée. J'étais une femme en guerre. Je compris que le combat ne faisait que commencer, qu'il me faudrait affronter le monde entier pour que justice soit rendue. Je ne pouvais pas l'enterrer une deuxième fois sous le poids du silence. Je ne voulais pas qu'on dise d'elle qu'elle était fragile ou instable. Elle avait été courageuse, méthodique, lucide.
Elle avait construit un dossier avec la force du désespoir. Et maintenant, c'était à moi de porter ce fardeau à sa place, jusqu'à ce que la vérité explose au grand jour. Je fis des copies de tout. Les lettres, le carnet, les vidéos. Chaque élément fut scanné, sauvegardé, placé sur plusieurs supports. Je ne voulais pas courir le risque de perdre une seule pièce de ce puzzle macabre. Puis je contactai une avocate spécialisée dans les affaires familiales complexes. Elle m'écouta en silence, sans jamais m'interrompre, et lorsqu'elle vit les images, ses yeux se remplirent de larmes. Elle me dit qu'il y avait de quoi rouvrir une enquête, mais que ce serait long, difficile, violent. Je n'hésitai pas une seule seconde. Elle m'expliqua que la presse risquait de s'emparer de l'affaire, que mon image serait exposée, disséquée, critiquée. Mais rien ne me faisait plus peur que l'oubli. Mon mari devait répondre de ses actes, en face du monde entier. Il avait volé l'innocence de ma fille, détruit son enfance, piétiné son âme. Il ne méritait ni respect, ni silence, ni pitié. Je signai les premiers documents sans trembler. J'avais été absente trop longtemps. Il était temps que la vérité sorte de l'ombre. Pour elle. Pour toutes les autres. Il rentra ce soir-là avec son calme habituel, comme si rien n'avait changé, comme si notre vie n'était pas en train de s'effondrer. Je l'attendais dans la cuisine, la boîte ouverte sur la table, les lettres étalées, la clé USB prête à être montrée. Lorsqu'il vit les objets, son visage se vida de toutes couleurs, ses mains tremblèrent à peine, mais je vis l'ombre de la peur dans ses yeux. Il tenta de parler, de nier, de me demander ce que je faisais, mais je le coupai net. « Tu l'as tué ?» ai-je dit, le regard fixé dans le sien. Il voulut se défendre, m'accuser d'hystérie, mais je ne l'écoutais déjà plus. Je me levai, j'ouvris mon téléphone, je composai calmement le numéro de la police. Il comprit alors que tout était terminé. Il se jeta sur moi, me gifla violemment, son visage déformé par la panique. Mais je ne cédai pas. Je lui criai en retour qu'il était un lâche, un violeur, un assassin. Les mots jaillissaient comme des coups de couteau, et il ne pouvait plus rien cacher. Il recula, trébucha contre une chaise, resta figé là, pitoyable, minuscule. Et moi, pour la première fois depuis sa mort, je me sentis vivante. Le lendemain matin, ils arrivèrent à l'aube. 2 policiers en uniforme frappèrent à la porte avec autorité, et je leur tendis tout ce que j'avais, la boîte, les lettres, les vidéos, le carnet. Ils m'écoutèrent, notèrent chaque mot, regardèrent les preuves avec un silence grave. Puis ils le menottèrent, sans violence, sans théâtre, mais avec une certitude glaciale. Il ne cria pas, ne résista pas, baissa simplement les yeux. En quittant la maison, il croisa mon regard une dernière fois. Je ne vis plus rien d'humain en lui. La presse découvrit l'affaire en quelques jours. Des journalistes campèrent devant ma porte, des micros tendus, des questions hurlées, des gros titres sordides. Tout le monde voulait savoir comment une famille apparemment parfaite cachait un tel cauchemar. Mon monde s'effondra publiquement, chaque souvenir désormais souillé par les gros titres. Mais je n'avais plus peur. J'étais en guerre, et j'avais mon armure, la vérité. Je refusais toutes les interviews. Ma fille n'était pas une histoire à vendre. Elle était un cri que je porterais jusqu'au bout. Je demandais une autopsie complémentaire. Je voulais comprendre, j'avais besoin de savoir si sa mort avait été provoquée, assistée, camouflée. Le médecin légiste fut méthodique, professionnel, et son rapport fut plus cruel que toutes mes hypothèses. Des traces de sédatifs furent retrouvées dans son sang, des doses régulières, administrées sur plusieurs mois. Il l'avait droguée, nuit après nuit, pour mieux la réduire au silence. Je ne comprenais pas comment j'avais pu dormir à quelques mètres d'elle sans entendre ses appels. La douleur me brûlait comme un feu lent et profond. Je demandais à ce qu'on vérifie si elle avait tenté de fuir, si son corps portait des signes de lutte, mais tout avait été effacé, maîtrisé, contrôlé. La seule chose qu'on découvrit, c'est que ce soir-là, elle était encore sous l'effet du médicament. Trop pour se défendre, trop pour réagir, trop pour se sauver.
Je sus alors que ce n'était pas un accident. Il l'avait tuée à petit feu, en l'enfermant dans un sommeil forcé. Peut-être qu'elle s'était réveillée trop tard, ou pas du tout. Cette pensée m'acheva. Et je jurai de ne jamais cesser de raconter chaque détail, pour qu'aucun monstre ne trouve plus jamais refuge derrière les murs d'une maison. Le carnet de ma fille fut remis aux autorités comme pièce maîtresse. Il ne s'agissait plus d'un simple journal, mais d'un témoignage accablant, précis, organisé. Chaque date, chaque mot, chaque dessin renforçait l'évidence de ce qu'elle avait subi. Des experts graphologues confirmèrent l'authenticité de son écriture, et les psychiatres consultés validèrent la cohérence de son récit. Ce n'était pas une imagination fragile, c'était un cri lucide lancé depuis une prison invisible. Le dossier devenait trop lourd pour être ignoré, trop clair pour être détourné. Peu à peu, l'opinion publique changea de camp. Ceux qui doutaient commencèrent à se taire, ceux qui murmuraient à m'accuser s'éloignèrent. Puis, comme un écho inattendu, des femmes se manifestèrent. D'anciennes patientes du docteur Leclerc racontèrent des expériences similaires, des examens humiliants, des gestes déplacés, des consultations étranges. Le lien avec mon mari devenait évident. L'enquête s'élargit, le scandale enfla, la justice n'avait plus le choix. On ne pouvait plus couvrir l'horreur derrière le vernis des apparences. Le procès fut fixé 6 mois plus tard, dans un climat électrique. J'entrai dans la salle d'audience le cœur en feu, les mains glacées, mais l'âme droite. J'avais préparé chaque phrase, relu chaque lettre, visionné chaque vidéo, encore et encore, pour être prête à affronter l'indicible. Quand mon nom fut appelé, je me levai sans trembler, portée par une force que seule une mère en deuil peut connaître. J'ai raconté tout, sans détour, sans larmes théâtrales, avec une vérité nue. La salle était figée, suspendue à mes mots, incapable de détourner les yeux. Lui restait impassible, assis à quelques mètres de moi, le regard vide, comme s'il refusait encore de reconnaître l'horreur de ses actes. Les avocats tentèrent de semer le doute, parlèrent de confusion, de dépression, de projection mentale. Mais les preuves étaient là, les images, les écrits, les voix. Chaque témoin ajoutait un poids à sa chute. Et puis vint le moment où l'on diffusa l'ultime vidéo. Le silence dans la salle devint absolu. Le souffle collectif fut suspendu. Et la voix de ma fille s'éleva, plus forte que jamais. Dans cette dernière vidéo, elle était assise sur son lit, le visage tendu mais résolu. Elle regardait la caméra droit dans les yeux, comme si elle me parlait, comme si elle parlait au monde. Elle dit d'une voix calme, « Papa, si tu me fais encore du mal, je te dénoncerai. » Elle n'avait que 13 ans, mais dans cette phrase, il y avait la puissance d'un ouragan. Elle avait trouvé la force de menacer son bourreau, d'espérer une sortie, de rêver à une justice. Mais il ne lui avait pas laissé le temps. Il avait éteint sa lumière. La salle d'audience explosa. Certains pleuraient en silence, d'autres se couvraient le visage, incapables de supporter l'émotion. Les juges eux-mêmes restèrent silencieux plusieurs secondes avant de reprendre. Ce moment changea tout. Ce n'était plus un dossier judiciaire, c'était une histoire d'humanité, une clameur contre le silence imposé aux enfants. Elle avait parlé au-delà de la mort. Et dans ce témoignage ultime, elle avait arraché la vérité de l'ombre. Ce jour-là, je n'étais plus seule. Elle était là. Et elle avait enfin été entendue. Le verdict fut prononcé dans un silence de plomb. Il fut reconnu coupable d'abus sexuels, de violences répétées, d'administration de substances illicites et d'homicide involontaire. 30 ans de réclusion criminelle, sans possibilité de réduction de peine avant 20 ans. Il ne montra aucune réaction, comme si la sentence ne le concernait pas. Le docteur Leclerc, lui, fut rayé de l'ordre et placé sous enquête pour complicité et falsification de rapports médicaux. Je restai debout, le souffle court, les jambes tremblantes, mais le regard fixé droit devant moi. J'avais tenu ma promesse. Je sortis du tribunal vidé, lessivé, mais digne. Des inconnus m'arrêtèrent dans la rue pour me serrer la main, certains me glissèrent un mot d'encouragement, d'autres simplement un regard chargé de respect. Je ne savais pas quoi ressentir.
Je n'étais ni victorieuse, ni apaisée, mais je savais que ma fille avait été entendue. Elle n'était plus une statistique, elle avait un nom, une histoire, une justice. Chaque pas que je faisais en dehors de ce bâtiment me semblait irréel, comme si je marchais entre deux mondes. Le silence, cette fois, n'avait pas gagné. Mes beaux-parents vinrent me trouver quelques jours après le procès. Ils ne me regardèrent même pas dans les yeux. Ils me traitèrent de manipulatrice, d'empoisonneuse, de menteuse. Ils disaient que je voulais détruire la mémoire de leur fils, que tout cela n'était qu'une mise en scène pour me venger. Je les laissai parler sans répondre, le cœur glacé par tant de cruauté. Ils n'avaient jamais voulu voir, jamais voulu entendre. Ils préféraient défendre un monstre plutôt que de faire face à l'horreur. Je leur dis une seule chose, d'une voix calme mais tranchante, vous l'avez perdu 2 fois. D'abord parce que vous l'avez ignoré, ensuite parce que vous la niez encore. Puis je refermai la porte. Je ne pouvais pas leur offrir d'explication, encore moins de pardon. Peut-être savaient-ils, peut-être avaient-ils senti, peut-être s'étaient-ils simplement tus. Mais leur silence avait été complice, et je refusais désormais de protéger ceux qui avaient fermé les yeux. Ma fille méritait mieux que leur lâcheté. Je ne pouvais plus rester là, dans cette maison où chaque mur respirait le mensonge. Les couloirs me murmuraient des souvenirs déformés, les pièces étaient devenues des tombeaux d'innocence. J'ai trié, jeté, brûlé parfois, comme pour exorciser la douleur incrustée dans les murs. Je gardais seulement la boîte de ma fille, son carnet, et sa peluche préférée, celle qu'elle serrait les nuits où elle avait peur. Ce furent mes reliques, mes trésors, les seules preuves qu'elle avait existé pleinement. La maison fut vendue rapidement, à un jeune couple sans enfant. Je partis sans me retourner, les clés glissées dans une enveloppe froide, sans mots. Mon cœur battait au rythme d'un nouveau départ, mais aucun futur ne pouvait effacer le passé. J'avais fui un lieu, pas une mémoire. Chaque nuit, chaque image, chaque soupir me suivait. Je n'espérais pas d'oubli, seulement un endroit où la douleur aurait moins de murs pour rebondir. Le silence restait là, tapi dans les recoins de ma nouvelle vie. Mais désormais, je n'avais plus peur de l'affronter. Avec l'argent de la vente de la maison, je décidai de faire exister sa mémoire autrement. Je créai une fondation à son nom, dédiée aux enfants oubliés, à ceux dont les appels à l'aide restent sans réponse. Je rencontrai des associations, des psychologues, des juristes, des survivantes, tous prêts à m'aider à transformer la douleur en force. Chaque décision était un acte de réparation, chaque choix, un geste d'amour. Le logo de la fondation reprenait un dessin qu'elle avait fait, une étoile au bout d'un fil. Elle disait que c'était elle, suspendue mais brillante. Je lançai un premier programme de sensibilisation dans les écoles, puis une ligne d'écoute, puis un service juridique pour familles en détresse. J'étais épuisée, mais déterminée, comme si mon cœur battait désormais à travers chaque enfant qu'on sauvait. Je racontais son histoire partout où on voulait l'entendre, parfois même là où on ne voulait pas. Je ne cherchais ni pardon, ni gloire, seulement la promesse qu'aucune autre mère ne resterait aveugle. La fondation devint un refuge pour ceux qui n'en avaient plus. Et ma fille, à travers chaque voix libérée, renaissait. Les nuits, pourtant, restaient les plus cruelles. Je me réveillais en sursaut, la gorge nouée, convaincue de l'avoir entendue pleurer. Parfois, je croyais sentir son odeur dans l'air, ou entendre ses pas dans le couloir. Les murs de ma chambre se refermaient lentement, comme dans un cauchemar récurrent. Mais au milieu de ce vide, il y avait aussi quelque chose de doux, de presque apaisant. Une présence silencieuse, une chaleur subtile, comme un murmure dans l'obscurité. Merci, maman. Tu m'as cru. Ces mots résonnaient dans ma tête comme une berceuse douloureuse. Ils n'effaçaient rien, ne soulageaient pas vraiment, mais me donnaient la force de continuer. J'avais échoué à la protéger, mais j'avais réussi à lui rendre sa voix. Elle n'était plus seule dans le noir, et moi non plus. Nous étions liés par quelque chose d'invisible, indestructible, plus fort que la mort. Je n'attendais plus les matins avec espoir, mais je ne les redoutais plus non plus. J'apprenais à vivre au bord du gouffre sans y tomber.
Lors d'une conférence sur les violences intrafamiliales, je pris le micro et lus ces lettres à haute voix. La salle était pleine, mais plus je lisais, plus le silence devenait absolu. Aucun souffle, aucun mouvement, seulement des visages figés, des larmes discrètes, des poings serrés. Chaque mot prononcé ravivait sa douleur, mais aussi sa vérité. Elle vivait à travers cette lecture, elle reprenait sa place dans un monde qu'il avait ignoré. Je n'étais plus seule à porter son histoire, elle devenait collective. À la fin, je levai les yeux, et je vis des femmes pleurer, des hommes détourner le regard, des jeunes prendre des notes tremblantes. C'était la première fois que je la sentais vraiment près de moi depuis sa mort. Pas comme un souvenir, mais comme une présence tangible. Elle était là, dans chaque larme, chaque silence, chaque regard levé vers moi. Je refermai les lettres avec lenteur, les mains apaisées. Et pour la première fois, je me permis un sourire. Elle n'était plus un secret. Elle était une vérité. 4 mois après le verdict, un appel du ministère de la Justice bouleversa le silence que j'avais réussi à reconstruire. Mon ex-mari était mort, tué dans la cantine de la prison par un autre détenu lors d'une altercation violente. Officiellement, il s'agissait d'un désaccord banal à propos d'un plateau repas, mais je sentis immédiatement que ce n'était pas la vraie raison. Il avait payé, là-bas aussi, pour ce qu'il avait fait, pour chaque nuit volée, chaque cri étouffé, chaque cauchemar qu'il avait semé. On m'informa qu'il n'avait pas souffert longtemps, que la mort avait été rapide. Je restai silencieuse, incapable de ressentir la moindre peine. Je n'assistais pas à ses funérailles, je ne voulais pas voir qui oserait pleurer cet homme. Mais je me rendis au cimetière, seule, une semaine plus tard, au coucher du soleil. Sur sa tombe froide et sans âme, je déposai un mot. Un simple papier, sans fleurs, sans nom, sans date. Je restai là quelques secondes, le vent dans les cheveux, les yeux secs. Puis je tournai les talons. Ce jour-là, je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni vengeance. Juste un vide nouveau, plus calme, plus silencieux. Le monstre était mort, mais l'écho de ses crimes vivrait toujours. Le papier que je laissais contenait seulement quelques mots. Je t'aime. Je suis désolée. Je te crois. Je t'entends. Je ne les adressais pas à lui, mais à elle, à ma fille, là où qu'elle soit, au-delà des pierres, du ciel, des blessures. Je voulais qu'elle sache que malgré mes erreurs, je portais sa mémoire comme une armure. Que son histoire ne s'effacerait jamais, que sa voix résonnerait encore dans chaque coin de ce monde. Le vent emporta le papier avant que je quitte les lieux, mais je savais qu'elle l'avait lu, là où elle était enfin libre. Aucune tombe ne pouvait enfermer ce qu'elle était devenue. En rentrant chez moi, je retrouvai la peluche qu'elle aimait, posée sur l'oreiller de ma nouvelle chambre. Je la serrai contre moi, et j'eus l'impression de sentir sa petite main sur la mienne. La douleur ne disparaîtrait jamais, je le savais, mais elle changerait de forme. Elle deviendrait lumière, force, mémoire. Les cris du passé s'étaient transformés en promesses. Et moi, je continuerais à vivre avec cette absence brûlante, mais plus seule, jamais plus seule. Car désormais, elle vivait en moi, et à travers moi, elle parlerait encore. Je vis. Je respire. Je me bats. Mais je ne pardonne pas. Peut-être un jour, mais pas aujourd'hui, et sûrement pas demain. Le pardon serait une paix que je ne mérite pas encore, ou peut-être une paix que lui ne mérite jamais. Mon cœur est en morceaux, recousu par les mots d'une enfant plus forte que moi. Je suis debout grâce à elle, et pour elle. Et chaque jour, je me lève non pour tourner la page, mais pour continuer à l'écrire. Parce que l'oubli serait une seconde mort, plus violente encore. Alors je raconte. Encore et encore. À ceux qui écoutent, à ceux qui refusent, à ceux qui détournent le regard. Je montre les lettres, les dessins, les preuves, non pas pour faire pleurer, mais pour réveiller. Je parle d'elle comme on parle d'une étoile éteinte dont la lumière continue d'atteindre la terre. Elle n'est plus là, mais elle éclaire encore. Et tant que je vivrai, personne ne pourra enterrer son histoire. C'est ma promesse. Mon combat.
Mon héritage.